Bonjour à tous. Donc, on vient de parler dans la session précédente de psychothérapie assistée par psychédélique, donc des dispositifs qui fascinent, qui suscitent, on a vu, des espoirs, curiosité, et qui posent aussi de vraies questions. Et l'une d'entre elles, qui est peut-être la plus concrète pour celles et ceux qui veulent s'engager dans ce champ, et que ce soit en tant que patient ou que thérapeute, donc est la suivante. Qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas ou qu'on ne peut pas ingérer une substance? Et c'est précisément à cette question que la présente session va venir répondre. Donc on va aller pouvoir explorer deux pratiques qui permettent d'accéder à des états de conscience non ordinaires sans avoir recours à aucune substance. Donc la transe cognitive auto-induite et la respiration holotropique. C'est vraiment deux outils à part entière que l'on peut envisager dans au moins 3 directions complémentaires. Donc la première direction, pour les personnes qui, pour des raisons diverses, médicales, personnelles, religieuses, légales, éthiques, ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser de substances psychédéliques. Donc ces pratiques leur permettent néanmoins d'accéder à des états d'exploration intérieure profonds qui sont souvent comparables dans leur intensité et leur portée thérapeutique. La deuxième direction, donc, après celle pour les patients, pour les thérapeutes. Donc il semble assez fondamental qu'un thérapeute qui accompagne une session psychédélique ait lui-même une idée, même si elle est approximative, en tout cas pas similaire, du champ expérientiel que vont traverser ces patients. Parce que l'une des caractéristiques majeures de ces expériences, c'est leur ineffabilité. C'est-à-dire qu'une personne qui revient d'un voyage, donc sous psilocybine, MDMA, LSD, aura souvent énormément de mal à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Donc si le thérapeute a lui-même traversé des espaces comparables, donc soit par la transe cognitive, soit par le souffle avec la respiration holotropique, il va pouvoir accompagner l'intégration avec une qualité de présence et de compréhension vraiment qui va faire toute la différence dans le processus thérapeutique. Et enfin, la troisième direction, c'est l'après. Donc ces pratiques, toutes ces pratiques dont on parle, en fait, elles ne sont pas exclusivement réservées au contexte thérapeutique. Elles peuvent aussi devenir des ressources du quotidien, des outils, on pourrait dire, d'écologie intérieure. Donc c'est l'un des risques, à mon sens, des expériences psychédéliques, c'est qu'elles vont devenir des parenthèses un peu extraordinaires, hors sol, des sas de décompression pour pouvoir juste tenir dans une vie qui reste souffrante. Et la respiration holotropique, la transe cognitive auto-induite, ça peut aider à ancrer toutes ces expériences dans une pratique régulière. Que ça peut être accessible après un moment, on va dire, de formation, en tout cas d'exploration, dans un contexte avec un thérapeute. Ça peut devenir accessible seul ou en groupe, mais des groupes de patients, ou en tout cas de participants autonomes qui se retrouvent entre eux. Et donc ça permet de dépendre ni d'un dispositif médical en particulier, ni d'une personne dans la personne du thérapeute. Donc à mon sens, ces pratiques, elles participent vraiment réellement à l'autonomisation de la personne. Et donc en premier, on va entendre Audrey Breton, qui dirige l'Institut de recherche Transsciences à Lyon. Et donc, elle va nous présenter la transe cognitive auto-induite. Donc, comment l'esprit peut, sans aucune substance et grâce à des protocoles spécifiques, accéder, se conduire lui-même et accéder à des états de conscience non ordinaires. Donc, vous allez voir que c'est un champ de recherche et de pratique qui est encore trop peu connu, mais qui ouvre des perspectives vraiment fascinantes pour l'exploration intérieure, mais aussi l'accompagnement thérapeutique. Bonjour, merci beaucoup pour cette super présentation. Merci beaucoup aussi François pour l'invitation et toute la Société psychédélique de Grenoble. Je suis ravie d'être là parmi vous. Pour faire suite à cette introduction, je travaille dans un institut de recherche et je co-encadre les différentes recherches qui vont porter sur cet état de transe particulier qui est nommé cognitive auto-induit. Donc, vous l'aurez compris, dans son label, la dimension principale est que cela est auto-induit, sans substance, sans stimulation extérieure, simplement par la volonté de l'individu d'entrer dans l'état de transe. Alors, cet institut est très jeune. On est très jeune. On est peut-être l'un des champs de recherche parmi les états non ordinaires de conscience les plus jeunes. Et en fait, on bénéficie presque, on s'inspire énormément de tous les autres travaux et modèles théoriques qui viennent, par exemple, de la méditation, de l'hypnose, et là, d'ailleurs aussi, de ce regain d'intérêt dont bénéficient les psychédéliques. Alors, peut-être
on dit la transe cognitive auto-induite. Bon, représentez-vous ce que c'est. Allez-y, c'est compliqué, en fait. Qu'est-ce que c'est que cet état ? Peut-être que parmi vous, que beaucoup d'entre vous ont la représentation de ce qu'est un état de transe qui est induit par des substances psychoactives. Vous passez d'un état A, dit de conscience ordinaire, à un état B, de conscience non ordinaire, avec certaines dimensions particulières, parfois des hallucinations, parfois des ressentis corporels, parfois des émotions très vives, parfois même, dans des cas un peu particuliers, le sens de soi qui est complètement altéré. Voilà, donc vous êtes projeté de façon quasi non volontaire d'un point A à un point B. Alors l'idée peut-être pour aider à la représentation de ce que c'est que la transe cognitive auto-induite, c'est de passer de ce point A, c'est d'apprendre à gravir les échelons, les marches, le chemin qui vous amène du point A au point B. Peut-être c'est une manière de faire un parallèle entre ce que peut être la transe cognitive auto-induite et ce que pourrait représenter l'expérience psychédélique. Donc, il ne s'agit pas de dire la transe cognitive auto-induite n'est pas le mimétisme de ce que vont vivre les individus dans les expériences psychédéliques, mais elle va partager des dimensions avec celle-ci. Évidemment, la grosse différence, c'est l'induction. C'est une méthodologie d'induction différente. Et elle va présenter des similarités, par exemple, dans les corrélats cérébraux, les effets comportementaux, les effets subjectifs, mais aussi des singularités. Et c'est tout l'objet du travail qui est mené à l'Institut de recherche. Alors, j'ai peut-être essayé de parler justement de ce qui est central dans la transe cognitive auto-induite, c'est le mécanisme d'apprentissage de cette auto-induction. Donc c'est pas un matin, vous vous réveillez et je vous dis allez-y, entrez en transe. Parce qu'en fait c'est ça que font les transeurs lorsqu'ils sont experts, c'est on leur dit allez-y, transez. Et je vois des sourires là-bas. Voilà, allez-y, transez. Il y a un groupe de transeurs là-bas. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Concrètement, chez des personnes qui vont pratiquer la transe cognitive auto-induite, en fait, la volonté même suffit à se dire ok, je vais aller chercher cet état-là. Ça peut paraître complètement bizarre, mais c'est pas du tout quelque chose qui, comme ça, un matin elles se sont réveillées, elles se sont dit ça y est, ils ou elles se sont dit ok, ça y est. Il est très fréquent, probable et commun finalement que tous les humains aient déjà vécu dans leur expérience des états spontanés de modification de leur état de conscience, voire même des états qui vont s'apparenter à des états de transe. Donc c'est pas non plus forcé, c'est ni un mécanisme magique, ésotérique, étrange, nouveau. La transe a accompagné l'histoire de l'humanité depuis les millénaires. Donc notre travail aussi, c'est de démystifier, de rendre plus accessible, de lui enlever cette connotation parfois qui peut être très péjorative, qui est le mot trans. Je veux dire, les psychédéliques on souffre encore aujourd'hui d'un tas de stigmatisation. C'était l'objet, par exemple, des derniers échanges lors du cycle précédent. En fait, peut-être que la TCAI, on en parlait juste avant, elle n'est pas illégale, mais en fait, rien que le mot trans la rend suspecte, en fait. Et donc, on participe aussi, avec l'Institut, avec les travaux qui se développent, à essayer de démystifier ces approches d'état non ordinaire de conscience. Pour vous dire, là, en juin, on va organiser un congrès scientifique, le 2e congrès sur la TCAI, à Lyon. Et l'une des questions qu'on se pose, c'est peut-être même de changer de nom. Vous vous rendez compte ? Alors que ça fait 4 ans que qu'on travaille sur TCAI, on est en train de se dire peut-être qu'il faudrait changer de nom pour rendre cet état, plus accessible, plus entendable, que ce soit dans le milieu de la recherche, dans le milieu médical, mais en fait, finalement aussi dans le milieu public. Bref, comment on apprend la TCAI ? Alors en fait, il y a une formation standardisée. Je dis standardisée parce qu'elle est estampillée Calliope pour qu'elle soit bien intégrée dans les standards de notre culture occidentale, évidemment. Et donc, dans cette formation, qui est dispensée par un organisme de formation qui s'appelle le Translab Training Institute, l'apprentissage de cet état va se faire par des jalons pédagogiques. C'est-à-dire que les participants apprennent en groupe. Déjà, ça, c'est une dimension importante. Ils apprennent en groupe. Ils apprennent aussi, ils sont encadrés avec ce qu'on appelle des accompagnants, des facilitateurs, parmi lesquels il y a des psychologues et des médecins. Et en fait, ils vont tout d'abord vivre un état de transe de façon non autonome, c'est-à-dire induit par principalement des stimulations externes par les autres individus et par des sons. Et donc,
ils vont identifier ce qu'est l'état de transe pour eux. Ça, c'est vraiment la première étape. Et des manifestations vont apparaître, et les individus qui les accompagnent vont petit à petit, déjà les sons vont disparaître, les chants vont rester, et les individus vont identifier petit à petit ce qu'ils vont appeler des inducteurs pour eux propres. Ça peut être des inducteurs, ça peut être rien que se remémorer l'état de pensée dans lequel on était. Ça peut être essayer de reproduire les mouvements corporels qui ont émané pendant ce premier vécu-là, qui vont consister en des inducteurs. Ça peut être essayer de ressentir l'émotion qui a été vécue. Et donc, petit à petit, d'abord l'identification, puis l'identification d'auto-inducteurs qui sont extrêmement personnels pour tout un chacun, et de les entraîner à vivre ça. Concrètement, au bout de... donc cette formation dure 2 fois 2 jours, et au bout déjà du premier week-end, en fait, 98% des participants rentrent chez eux, alors un peu déroutés, voilà, certes, mais un peu perdus, mais ils savent auto-induire un état de transe. Ils ne savent pas nécessairement le maintenir longtemps, parce que c'est comme si je vous disais, ok, maintenant vous savez gravir comme je disais au début, du point A au point B. Donc allez-y, faites tourner la manivelle. Et c'est difficile en fait. Vous n'avez aucun support. Dans les stages de formation, de découverte, vous avez le support du groupe. Quand vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez seul avec ce nouvel outil, cette nouvelle palette de modification de l'état de conscience, mais vous êtes tout seul. Donc c'est parfois un peu déroutant. L'une des caractéristiques aussi essentielles de ce stage, enfin en tout cas de cet atelier, c'est d'apprendre à l'arrêter volontairement. C'est-à-dire de ne pas se laisser happer par cet état qui peut survenir spontanément lorsque, comme la fenêtre est ouverte, mais c'est surtout de se dire, en fait, si là, d'un coup, je suis un médecin et j'ai une consultation dans 5 minutes et que j'ai envie de faire une petite transe, en fait, il ne va pas falloir que je rentre dans un état de transe pendant une trentaine de minutes pour recevoir mes patients. Je vous donne un exemple un peu concret parce que c'est l'une des utilisations que beaucoup de médecins nous rapportent, qui est d'utiliser, par exemple, la TCAI entre des consultations, par exemple, pour se rendre plus disponible à ce que les patients vont avoir à leur partager ou à les accompagner. Parmi les caractéristiques de ce vécu, qu'est-ce que ça fait la transe cognitive auto-induite finalement, déjà, peut-être l'une des différences, alors je ne sais pas si c'est une différence majeure, mais c'est disons une caractéristique principale de la TCAI, c'est la corporalité, c'est la présence du corps. Et aussi le fait que la TCAI, la transe cognitive auto-induite, l'une de ces dimensions, c'est de générer un état dissociatif, léger et transitoire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état dissociatif non léger et que vous n'en sortez pas, vous n'êtes pas dans un état de TCAI. Vous pouvez souffrir d'une certaine pathologie associée à des états de dissociation. Et c'est très important, par exemple, la TCAI n'est pas ouverte non plus à tout le monde. De la même manière qu'en fonction de votre état, de votre humeur, de votre vécu, des expériences actuelles ou passées que vous avez vécues, la prise de certaines substances n'est pas du tout recommandée. Et de la même manière, expériencer, vivre ce genre de pratique n'est pas forcément accessible ou rendu possible à tout le monde, même si c'est ce que l'on souhaiterait, mais dans certains cas et avec un certain cadre, voilà, ça peut être rendu possible. Donc le corps va prendre énormément de place dans l'expérience de la TCAI. Les transeurs rapportent par exemple des chants spontanés, même des sortes de vocalisations, comme même un autre langage qui émerge, que les individus même n'arriveraient pas à reproduire dans un état de conscience standard, des postures, des gestes, des mouvements stéréotypiques. Ça, c'est très caractéristique, par exemple, de la transe cognitive auto-induite. Et l'une des hypothèses, c'est même que ça participe à créer l'expérience subjective en maintenant l'attention de l'individu en dehors de lui-même pour laisser se faire vivre l'expérience. L'autre chose, c'est qu'on va retrouver, par exemple, aussi des individus qui vont partager des expériences vivides, une imagerie mentale très, très riche, en fait. Alors, je ne vais pas parler d'hallucination visuelle au sens propre, ce qui est très rare chez les transeurs, mais plutôt d'une sorte de réalité imaginée qui est tellement présente qu'elle vient supplanter le réel. Et donc ça, c'est aussi des caractéristiques qui sont retrouvées, par exemple, dans des expériences psychédéliques, parfois. L'émotionnalité très riche, parfois tellement riche qu'on n'arrive pas à la décrire, l'ineffabilité, et des expériences émotionnelles parfois très fortes,
ni négative, ni positive, un mélange des deux, un accès même à des expériences presque transcendantes. Ok, super, merci. Donc, transcendantales, oui, voilà, des expériences qui vont dépasser l'individu, qui vont l'amener vers une sensation de béatitude, un sentiment, je vais utiliser un terme peut-être pas très approprié, mais presque divin, de connexion globale avec le monde, qui vont le sortir de lui-même, et aussi parfois des vécus qui peuvent être parfois douloureux ou porteurs d'anxiété, du revécu, etc. Donc le message, c'est de dire, ok, les individus donc apprennent à auto-induire cet état de transe. Donc, comme cela a été mentionné, c'est une manière d'accéder à un état engageant quand même en termes d'état non ordinaire de conscience, mais de façon autonome et sans substance. Il ne s'agit pas de dire que ça va mimer l'état et les effets, par exemple, de la méditation, des psychédéliques ou d'autres pratiques comme la respiration holotropique, mais c'est une autre manière qui peut aussi être complémentaire à ces pratiques, en fonction des besoins et de l'état de la personne. Un message un peu global autour de ces pratiques d'état non ordinaire en général, c'est que, en fait, la plupart, je pense, des médecins, chercheurs, praticiens, cliniciens, même les individus qui les pratiquent, ont la croyance profonde, certes, mais des preuves de plus en plus présentes avec les données scientifiques, que les pratiques d'état non ordinaire de conscience ont un vrai effet sur le bien-être des individus. Elles ont un vrai effet sur la régulation, par exemple, de leur stress, et même sur la capacité à instaurer des habitudes de vie plus saines. Donc, je veux dire, tous les chercheurs qui travaillent sur ces sujets défendent en fait cette idée d'une certaine manière avec l'ensemble des projets qu'ils vont mener. C'est aussi pour ça, enfin il me semble en tout cas, et c'est aussi l'un des objectifs que l'on poursuit à l'Institut de recherche, c'est de montrer qu'à la fois ça peut avoir un potentiel, ça peut être un catalyseur de transformation pour les individus, mais de transformation pour un mieux-être, en fait. Pour des individus qui sont plus connectés à eux-mêmes, qui sont plus connectés avec les autres individus, qui sont plus connectés avec le monde, parce qu'il y a des enjeux mondiaux qui sont très importants en ce moment, je ne vous apprends rien, je pense, et en même temps qui peuvent constituer, dans certains cas, des ressources thérapeutiques majeures là où d'autres ont échoué. Il ne s'agit pas de dire qu'elles viennent supplanter la médecine traditionnelle, mais qu'elles peuvent en être des alliés décisifs, en fait. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je confirme l'aspect un peu déroutant. Je pense qu'à l'issue du premier week-end, quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas tout à fait là, puisque je me suis cognée dans un meuble et je me suis fracturé un orteil. Et là, la corporalité était bien présente. Merci Audrey. Maintenant, on va écouter donc Brigitte Chavas, qui est thérapeute transpersonnelle, formatrice au Césum, accréditée Growth Legacy Training, et autrice de ce très chouette livre « Enquête de transe », procurez-le-vous. Et elle va nous parler du coup de la respiration holotropique. Donc, c'est l'une des pratiques sans substance qui est la plus documentée et la plus transformatrice qui existe. Elle a été développée par Stanislas Grof, que vous connaissez peut-être pour ses travaux sur le LSD, dont il a été vraiment un des pionniers. Et cette technique donc, utilise le souffle et la musique pour induire des états de transe vraiment profondes. Et Brigitte va également animer l'atelier respiration holotropique de cet après-midi. Merci. Ça va, vous m'entendez? Bon. Alors, oui, par quoi je commence? Enquête de transe, peut-être. J'ai réalisé il y a seulement quelques années que toute ma vie, j'étais attirée par des états élargis de conscience depuis enfant, à courir très 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 vite dans une pente forte, ado à danser comme une folle, etc. Je vous passe les détails, mais nous tous, en fait, nous avons cherché un état de transe ou d'état élargi de conscience. Toujours, on grimpe les montagnes, on fait l'amour, bref, on peut les rechercher. Il y en a partout. Et bien entendu, comme déjà cliente, puis ensuite comme professionnelle, j'ai été attirée par les trans psychédéliques, finalement respiration holotropique. Tout ça est un trésor. Tout ça forme un trésor pour nos vies.
je pense, un trésor pour le monde si tout le monde pouvait pratiquer les trans, quelles qu'elles soient, dans un contexte adéquat, éthique, contenant et aimant. Le monde changerait, j'en suis sûre, et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui le pensent aussi. Donc pourquoi la respiration holotropique? Parce que j'ai dû faire des choix, je travaillais trop. Je travaillais beaucoup, beaucoup trop. J'ai dû faire des choix et j'ai choisi de continuer la respiration holotropique et de me reposer de temps en temps. Hein? Pourquoi la respiration holotropique? Parce qu'elle offre tout ce que j'aime. Déjà, le groupe, la transe, le groupe offrant la relation, la transe offrant aussi le corps. Donc une technique qui peut offrir du corps, de la relation et de l'exploration, c'est le rêve pour moi. Et comme tu le disais, Julie, et comme tu le disais aussi, il y a des effets et des bienfaits qui sont multiples. On a parlé, et merci de m'avoir invité comme l'an dernier, et merci aux intervenants d'avant et à toi et à vous deux. Je trouve qu'on peut rassembler ensemble vraiment des bases d'un travail d'accompagnement bien fait dans le sens du respect et dans le sens de la liberté des individus. Donc, la question pourrait être en quoi la respiration holotropique est thérapeutique et en quoi elle est complémentaire d'une psychothérapie individuelle. Moi, j'ai travaillé, ça fait 40 ans que je fais tout ça, 30 ans que je fais ça professionnellement. Et j'ai beaucoup accompagné des gens avec la respiration holotropique en groupe, en plus d'un suivi individuel. Et pour moi, c'est le must. Qu'une personne puisse trouver déjà dans la thérapie individuelle un autre qui va l'écouter, l'accueillir, lui refléter ce qu'il ou elle est, c'est déjà énorme. Si en plus de ça, cette personne peut participer à des groupes où le cadre est clair, où le respect est évident, où la rencontre est facilitée et où l'exploration est organisée avec la respiration holotropique, alors le chemin de cette personne a toutes les chances de s'éclairer d'abord et de se déployer. Que pourrais-je vous dire d'intéressant? C'est peu 10 minutes. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Qu'est-ce que je pourrais creuser? Oui? Je vais vous dire comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, merci. La respiration holotropique, à l'origine, donc, a été faite, comme Julie, tu nous l'as dit, pour remplacer le LSD qui venait d'être interdit avec toutes les drogues aux États-Unis, créé par Groff. Et il s'est inspiré à la fois des séances de LSD et des sociétés traditionnelles qui pratiquaient beaucoup de transe et qui pratiquent beaucoup de transe en groupe. Donc une respiration holotropique pour une personne, c'est la plupart du temps 2 jours. Ça peut se faire sur une journée, mais la plupart du temps, et le meilleur est dans les 2 jours. 2 jours en dehors de la vie quotidienne pour appartenir à un groupe. Avec ce cadre dont je parlais tout à l'heure, il y a très peu de cadres. C'est confidentialité et non passage à l'acte sexuel ou violent, pas de drogue, pas d'alcool. C'est un cadre très simple qui suffit à poser déjà quelque chose dans le sens de la détente. Après, il faut un thérapeute ou des thérapeutes ou facilitateurs qui soient cohérents. Pour être cohérent, un thérapeute, il a besoin d'être formé. Et quand on fait de la respiration holotropique, comme ça devrait être pour les psychédéliques, on doit être formé à l'accompagnement du groupe et à l'accompagnement des trans. Et ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, ça s'enseigne aussi. Donc, un thérapeute cohérent, il est formé. Dans sa formation, forcément, il a appris vraiment ce que c'était que la transe parce qu'il les a vécues. Il n'en a pas vécu 1 ni 5, il en a vécu plus que ça, pour avoir des repères dans sa présence. Il est formé, il a des repères dans la présence, donc.
Et puis, il va offrir d'abord un accueil. Et comme disaient les intervenants de ce matin, et c'était magnifique ce matin, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, le facilitateur qui est formé suffisamment bien, parce qu'il est déjà mort plusieurs fois dans ses expériences, il est déjà né, il est déjà devenu fou, il a déjà hurlé de bonheur ou de douleur. Tout ça, il connaît de l'intérieur. Donc, il est heureux. Moi, je suis heureuse de tout ce que je vois. Parce que quelque chose qui s'exprime, c'est quelque chose qui a besoin de s'exprimer. C'est quelque chose qui fleurit, que ça soit de la douleur ou du bonheur. Donc, ce thérapeute-là, il est tranquille. Il est tranquille, même s'il y a 15 personnes qui sont en train de respirer. Il est tranquille. Le cadre est posé, les règles sont posées. Il y a une seule règle quand on respire. J'allais l'oublier. C'est la règle du stop. Sinon, quand on respire, on peut tout laisser aller. Tout est possible, mais on se souvient de la règle du stop, qui a 2 directions. Un stop pour dire non, ça ne me convient pas. Et un stop qu'on entend de l'autre pour obéir au stop. Peut-être le respirant est en train de dégager une grande force. Il fait 2 mètres et moi 1,58 m. Et peut-être je ne vais pas pouvoir l'aider à soutenir cette force ou à l'exprimer. Donc je vais dire stop. Le respirant qui se souvient que de ce mot-là va s'arrêter. On va réaménager avec peut-être des plus costauds ou costaudes. Et on va reprendre la respiration. Voilà. Donc, nous avons le cadre des règles du week-end. Nous avons le thérapeute qui est tout à fait tranquille et qui connaît l'accompagnement des groupes, parce qu'il ne suffit pas de connaître l'accompagnement de la transe. Il suffit d'être psychothérapeute ou à la limite thérapeute, mais d'être tout à fait capable d'animer un groupe, parce qu'il y a les trans individuelles de chaque personne, et puis il y a une forme de transe collective. On voit dans un groupe de respiration ou d'autres trans, des gens qui se répondent, ils ont les yeux bandés, mais ils font les mêmes gestes en même temps face à face, n'est-ce pas? Donc il se passe des tas de choses, dont des tas de choses très très mystérieuses. D'ailleurs, il y aura plus de choses mystérieuses qui vont rester que de choses claires, parce qu'il y a des choses un peu folles, et on aime ça aussi, les choses un peu folles. Et puis il y a des bébés qui pleurent, qui cherchent le sein de leur mère ou qui sortent du ventre. Voilà. Donc, le thérapeute, et puis en respiration holotropique, dans la forme de base que je pratique, on pratique en duo. C'est-à-dire qu'il y a un respirant avec un accompagnant. L'accompagnant n'a pas besoin d'être thérapeute, il est là pour veiller, à me donner une couverture, à donner un mouchoir, ou peut-être à prendre la main s'il y a besoin. Il y a aussi un contrat dont je ne vais pas parler pour ne pas dépasser l'heure, mais qui va inclure ce fameux consentement, qui n'est pas un vrai problème, parce que, comme le dernier intervenant le disait, c'est toujours renégociable. On peut dire « je ne veux surtout pas qu'on me touche » et pleurer de manque tellement on a besoin d'une main. Ou on peut dire « oui, vous pouvez me toucher » et se sentir vite intrusé. Donc tout ça est à renégocier. Voilà, encore une dernière chose. Une transe, ce n'est pas seulement une transe, c'est un avant et un après. Et quand on est formé, qu'on fait ça correctement, on prend autant soin de l'avant et de l'après que de la transe elle-même pour qu'elle puisse être intégrée. Si on ne s'occupe pas non plus de l'intégration, c'est un peu dommage. Et c'est parfois vraiment dommage. Voilà, avant la transe, après. Et c'est important dans les contextes de transe induite, qu'on respecte ces 3 étapes. Et puis, il y a toutes les transes spontanées. Merci. Merci Brigitte. Et enfin, maintenant, on va donc entendre Laura Tokmakov, qui représente l'association de patients-patientes psychédélos, donc basée à Genève, et donc qui va pouvoir nous apporter un regard vraiment précieux depuis le terrain de l'accompagnement concret
Donc avant une thérapie psychédélique pour préparer l'expérience et après pour l'intégrer dans le quotidien. Donc vous allez voir que son approche va pouvoir illustrer comment les pratiques donc sans substance en fait, peuvent s'articuler totalement avec les thérapies augmentées, vraiment dans une continuité de soins. Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Psychédélos, nous sommes l'association suisse des patients et des patientes des thérapies assistées par psychédéliques. Moi-même, je suis une ancienne patiente dans le sens où j'ai fait ma thérapie dans le cadre légal suisse. Mon principal stress aujourd'hui, ça va être de respecter la loi française, parce que d'habitude, je m'exprime dans différents lieux sans avoir à me dire est-ce que je vais dire quelque chose qui va me permettre de sortir sans être emprisonnée ici. Donc tout ce que je dis, ce n'est pas pour vous encourager à prendre des psychédéliques, juste que je sois très très claire là-dessus. Ce matin, il y a eu cette question de qu'est-ce que les associations militantes, les associations de patients-patientes pouvaient faire dans le cadre des psychédéliques. Et je pense que c'est des structures qui ont énormément aujourd'hui de poids par un côté politique aussi, parce qu'elles sont de plus en plus prises en compte dans ce qui est dit. Au niveau suisse, on est Psychédélos, vraiment une association qui a émané d'expériences d'un groupe de patients par psychédélique. Et je dois vous dire qu'à la création en début 2023, on a quand même beaucoup bousculé, notamment les médecins, notamment les cliniques, etc. Parce que tout d'un coup, on arrive avec beaucoup d'assertivité en disant bah, voilà ce qu'on veut, en fait ça nous va pas, ça on aimerait un peu plus comme ça, etc. etc. Ça nous crée des choses assez drôles, notamment quand, et c'est là le lien, on commence à faire des études en disant, ben voilà, en tant que patient, patiente, on pense qu'il y a des études qui se font, mais on pense qu'il y a des études qui ne sont pas encore faites et on aimerait aller vers ces études. Et là, on s'associe notamment avec la TCAI en disant, mais est-ce que vraiment, dans le cadre des thérapies assistées par psychédéliques, il y a des alternatives possibles à la prise de produits qui peuvent accompagner nos thérapies, même lorsqu'elles sont dans le cadre légal ou lorsque les thérapies, elles s'arrêtent, le cadre légal s'arrête. Et là, il y a plusieurs choses intéressantes. En Suisse, par exemple, les thérapies, même dans le cadre légal, sont prises en charge de façon aujourd'hui très spéciale, c'est-à-dire que la séance de préparation avant la journée est prise en charge par l'assurance maladie, la séance d'intégration après est prise en charge par l'assurance maladie, et tout ce qui se passe, donc toute la journée qui est de substance n'est pas prise en charge, ainsi que la substance. Donc en Suisse, en général, si vous faites une séance sur une journée, dans des groupes, vous avez un médecin ou une médecin et 3 co-thérapeutes qui vont être présents. Quand c'est en groupe, et puis en général, dans les bonnes pratiques, si vous êtes en individuel, vous avez en tout cas 2 personnes. Donc ça représente juste sur les produits quelque chose entre 300 et 800 francs la journée, et puis après il y a toute la thérapie. Donc la question qui nous intéressait était est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Et on a lancé l'étude Autonomind avec que je me trompe pas, le Translab Institute, le Science Institute, voilà. Et l'idée pour nous était de dire, voilà, on va prendre des patients-patientes qui sont en thérapie, qui sont dans la phase de fin de leur thérapie, et puis de dire, est-ce qu'on arrive à former ces personnes-là à rentrer en transe cognitive auto-induite pour qu'elles puissent finalement continuer et poursuivre leur chemin thérapeutique. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que lorsqu'on commence à rentrer dans un chemin thérapeutique, il ne va pas s'arrêter à la guérison, et d'ailleurs on ne sait pas très bien ce que ça veut dire la guérison aujourd'hui, mais souvent ces personnes-là, une fois la guérison qui fait que tout d'un coup ils ne sont plus dans le cadre légal, on voit que les personnes elles continuent un cheminement autour d'élargissement de la conscience dans une vision thérapeutique, dans une vision de bien-être. Et c'était comment on pouvait arriver à accompagner ça pour qu'elles ne soient pas criminalisées, par exemple. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ces fameux 2 week-ends de formation qui ont permis à 5 patients tests de suivre la formation pour induire des états de transe cognitive auto-induite volontaires. Et puis, on a 5 patients témoins qui sont en train d'attendre. Et puis voilà, on fait une étude sur comment ça se passe.
peut-être sans être dans le spoiler des résultats, mais de dire que avec les thérapies assistées par psychédéliques, enfin, l'ouverture de la conscience que ça amène fait que les personnes, comme je vous l'ai dit, vont pas forcément arrêter leur introspection alors que la thérapie s'arrête. Et ça, c'est un point très important qui doit aussi être pris en compte dans tout ce qui est état de santé mentale. C'est qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la santé mentale? Ça veut dire quoi être en santé? Elle ne s'arrête pas lorsque vous êtes juste plus dépressif chronique. Pour ma part, je suis rentrée dans ces thérapies suite à 30 ans de dépression résistante. Donc j'avais les critères pour y arriver. Et puis ma question a été à quel moment je m'arrête. Et c'est moi, au bout de 2 ans et demi, qui ai dit, ben voilà, là j'arrête ma thérapie parce que les raisons pour lesquelles j'ai reçu une autorisation, à savoir la dépression résistante plus la comorbidité qu'il y avait à côté, est guérie. Donc, j'ai plus de raison d'être dans cette phase-là de médicalisation. Par contre, tout le chemin de recherche autour de cet élargissement de conscience, de ce bien-être, ne s'est pas arrêté au moment où j'ai arrêté ma thérapie. Et ça, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. D'autres questions qu'on doit se poser qui sont assez drôles en tant que patient et patiente, c'est la capacitation qui est en train de se donner à ces personnes-là de prendre part dans leur chemin de guérison. Et puis ça crée encore quelques grincements entre... On n'a pas toutes et tous la chance d'avoir des psychiatres comme Alexandre Alt, que vous avez entendu ce matin, qui ont vraiment une vision assez holistique. Donc c'est comment on peut faire entendre la voix de ceux et celles qui savent le mieux où aller pour aller dans la phase de guérison. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Et quand je vous dis des choses qui arrivent, qui sont drôles, c'est lorsqu'on commence à faire des recherches et vous avez des comités cantonaux ou nationaux d'éthique qui tout d'un coup vous disent « Ah mais non, vous ne pouvez pas faire ces recherches-là, éthiquement, c'est pas juste », alors que c'est des communautés de patients qui sont à vouloir avoir ces réponses. Donc voilà, moi j'ouvre plus des questions autour de tout ça. Et l'importance vraiment que des recherches appliquées se fassent sur des compléments aux psychédéliques pour que les patients puissent vraiment être dans cette autonomie de leur propre santé mentale. Voilà, merci. Bonjour, merci déjà pour l'intervention. J'ai des questions concernant du coup la recherche parce que vous avez toutes parlé de l'association de ces pratiques-là avec de la thérapie et je me pose la question de savoir s'il y a des troubles ou des pathologies avec lesquelles on voit des choses qui fonctionnent très bien. Vous avez parlé de dépression par exemple, et est-ce qu'il y a à l'inverse d'autres pathologies ou troubles pour lesquels c'est complètement déconseillé, donc, je sais pas, des syndromes de stress post-traumatique, des troubles dissociatifs, ce genre de choses. Est-ce que vous avez une réponse au niveau de la recherche pour ça, s'il vous plaît? Je veux bien répondre d'abord. Je pense que les trans en général seraient une indication pour beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on en choisit aujourd'hui, à condition que le contexte, le dispositif qui entoure ce travail soit adéquat. Par exemple, en respiration holotropique, il y a des expériences qui sont faites dans des hôpitaux psychiatriques ouverts à ça. Ça commence en Suisse encore, à Fribourg. Donc, dans une personne hospitalisée qui peut vivre des trans et être accompagnée avant, pendant, après, encore après, on pourrait accueillir énormément de gens s'il y avait les bons contextes, dont des personnes qui sont assez blessées. D'autre part, dans un contexte, par exemple, de week-end pour la respiration holotropique ou pour d'autres trans, ces personnes-là ne vont pas pouvoir être accueillies parce qu'elles risquent de décompenser. Une décompensation qui est légitime et accueillable dans un contexte hospitalier ne va pas l'être dans un lieu de stage pour un week-end.
Peut-être aussi dans le protocole qu'on a mis en place ensemble, les patients, patientes qui ont reçu cette formation sont accompagnés en parallèle une fois par mois où on va transer ensemble pour garder la mécanique, mais il y a surtout une psychiatre à disposition qui est là en cas d'urgence, quelles que soient les urgences. Et je m'aligne avec tout ce qui a été partagé précédemment. La stratégie qu'on a vis-à-vis de la TCAI, c'est strictement la même approche, notamment vis-à-vis des stages découvertes, c'est-à-dire que, au-delà même de parler de contre-indication, c'est-à-dire que si vous ou une autre personne, par exemple, avez vécu un événement traumatique il y a moins de 6 mois, il ne va pas être recommandé pour vous d'expérimenter, par exemple, ce genre d'état. Donc il y a vraiment, tout dépend de l'état de l'individu à l'instant T, mais aussi, comme le disait, comme c'était dit, le contexte. La manière avec laquelle on avance vers les aspects cliniques qui concernent simplement la TCAI, c'est la suivante. Déjà, on regarde ce qui est fait dans la littérature et quels sont les effets observés et même les contre-indications observées, par exemple pour la méditation. Aussi, comment avance la recherche avec les substances psychoactives, en considérant que, ok, ce sont des pistes, parce qu'il y a des mécanismes d'action généraux des états non ordinaires de conscience, mais la transe, disons auto-induite, je ne vais pas m'avancer tellement sur la respiration allotropique, même si je suppose qu'elles ont des mécanismes d'action assez communs, ont des spécificités. La stratégie aussi, c'est de déployer un socle de recherche fondamentale, c'est-à-dire identifier, déterminer des connaissances. Par exemple, là, on a mis en évidence des effets de la TCAI sur des modulations du système nerveux autonome, donc engagées par exemple dans la réponse au stress. On essaie de démontrer aussi que la TCAI, au niveau fondamental, chez des sujets sains, peut avoir une action bénéfique sur la régulation des émotions. Et donc, c'est pas par extrapolation, mais dans certaines pathologies, telle et telle mécanique sont altérées, et donc du coup, on suppose qu'ils peuvent être applicables. Là, la première direction clinique qu'on va adresser avec la proposition d'un... C'est pas un essai clinique, on va essayer de déployer une étude en intégrant des patients qui présentent une anxiété légère à modérée et qui vont entrer dans un protocole avec un suivi longitudinal. C'est la première étude clinique qu'on va porter à Transsciences. Mais il existe là, par exemple, une étude qui va bientôt être achevée, dont la doctorante devrait soutenir d'ici 1 mois, qui a été menée à Liège, sur les bénéfices que cette pratique peut avoir en oncologie. Donc, il ne s'agit pas de dire, OK, la TCAI soigne le cancer. Non, pas du tout. La TCAI peut accompagner à réduire les difficultés qui peuvent être vécues par des personnes qui sont en rémission de cancer, ce qui est très différent. Et de la même manière, accompagner des individus qui sont dans des états de douleur chronique. Donc ce sont des études à l'état exploratoire. Là, j'ai parlé de l'anxiété. Je voyais dans la question la proposition des syndromes de stress post-traumatique. On rentre dans des sujets qui vont toucher possiblement à la psychiatrie. Et donc dans ces domaines-là, on avance par petits pas. Voilà. Bonjour, merci pour l'intervention. Moi, ma question, c'était, j'ai l'impression, en tout cas pour la respiration holotropique, pour la TCAI, je ne suis pas sûre, mais que le groupe, je suis là, que le groupe, c'était une nécessité dans ces états de transe. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est possible du coup de pratiquer ou de faire les formations en individuel où le groupe a une fonction nécessaire? Alors, on peut adapter la respiration holotropique à l'individuel, ce qu'on fait pour faire des petites respirations holotropiques en cabinet. Ça s'appelle plus vraiment de la respiration holotropique, c'est un peu plus proche de certains rebirths. On peut le faire. Moi, je l'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, j'aime le groupe pour des raisons plus larges. Je pense qu'on a traversé une période collectivement dans notre monde et que le travail en groupe muscle en quelque sorte notre capacité d'appartenir au groupe, de prendre sa place dans le groupe, sa capacité à respecter, à écouter, à exprimer, voilà, de manière globale. Ensuite, pour la respiration holotropique elle-même, si on va voir, vous allez voir cet après-midi, quand 40 personnes respirent en même temps, l'énergie qui est dans la salle, c'est pas la même que s'il y a 4 personnes.
Ça donne beaucoup d'énergie et ça donne de la force à tout le monde. Ça propose aussi, ça fait un éventail de propositions, même si c'est inconscient pour les personnes qui respirent. Et franchement, c'est plus efficace, pourrait-on dire, c'est plus guérisseur. Partager des trans, et moi je reviens souvent au mot trans parce que il y a différents types d'inducteurs. Mais en fait, la question, c'est la trans. Alors, elles peuvent avoir des différences, toutes ces trans, mais elles ont surtout des ressemblances. Dans le sens où on va, induction ou pas, ou quelque induction ce soit, on va plonger à l'intérieur de l'humain et du vivant et de la conscience. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'aurais aussi peut-être un complément, c'est que en tant que patient, simplement dans les thérapies assistées par psychédéliques, j'en connais très très peu qui, lorsque vous leur dites venez en groupe, qui se réjouissent, parce qu'en général, quand on est à ce moment-là, on a déjà énormément de choses à gérer et les traumas se sont souvent ou quasi tout le temps passés dans le trauma de lien. Donc le groupe est quelque chose de dangereux. Par contre, une fois que les personnes sont rentrées dans le groupe, je connais aucune de ces personnes-là qui n'a pas dit « mais c'est le groupe qui a aussi participé aux soins du trauma » et de pouvoir reprendre quelque chose qui s'est brisé, c'est-à-dire la reliance entre les humains, de pouvoir retrouver une confiance entre les humains fait partie du processus thérapeutique. Et j'imagine qu'à chaque fois, ça c'est quelque chose qui se joue, quels que soient les trans en fait. On a la grosse la difficulté en ce moment même de se dire les individus apprennent par exemple à vivre la TCAI dans un groupe. Cependant, comme cela vient d'être partagé, certains patients ne peuvent pas venir apprendre une forme de trans en groupe. C'est trop difficile. Cependant, quand on considère les vécus en groupe, je pense que c'est partagé, en tout cas par nous trois, vous trois, mais moi, les plus belles expériences de trans que j'ai pu vivre, elles l'étaient en groupe. Alors, la question se pose de savoir est-ce que le groupe est nécessaire à l'apprentissage. Enfin, ça, c'est un sujet très spécifique à la TCAI, c'est-à-dire quels sont les éléments qui participent à l'apprentissage d'une auto-induction. C'est en cours, on essaie d'y répondre, mais le fait même de se dire que ce type de pratique d'état non ordinaire de conscience, elle est fondamentalement collective, elle est groupale. Comme disait Brigitte, elle ouvre l'individu à plus grand que soi, en fait, parce que c'est aussi l'objectif. Il semble qu'en fait, lorsqu'on regarde la manière avec laquelle ces États ont été institutionnalisés, employés, intégrés les sociétés, ils avaient cette vocation aussi à avoir un rôle extrêmement collectivisant en fait de l'individu. Oui, merci beaucoup pour tous ces témoignages. Vous nous avez très bien montré justement tous les parallèles qu'il y a entre ces différents états de transe, qu'ils soient induits ou pas par psychédéliques. Et moi, je me demandais aussi un petit peu à l'inverse, pour aller vraiment dans une compréhension de chaque spécificité, chaque diversité. Qu'est-ce qu'on a comme outil, comme méthode aujourd'hui pour aller vraiment dresser une typologie des états de transe et comment, dans les années à venir, on pourrait continuer à raffiner justement chacune de ces choses-là. Merci. Alors, c'est une super question. Merci beaucoup, parce que c'est là encore, je pense, un des sujets qu'on a abordé avec l'équipe la semaine dernière, qui est de se demander comment on fait pour parler des états non ordinaires de conscience, qu'est-ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres. Donc, la manière, pour l'instant, il n'y a pas un consensus, déjà. Je vais reprendre. Pour décrire un état non ordinaire de conscience, on peut utiliser plusieurs éléments, c'est-à-dire le vécu. Qu'est-ce que les individus vivent ? Quelles sont les dimensions subjectives de l'état ? Est-ce qu'ils vont, par exemple, se sentir être un oiseau ? Est-ce qu'ils vont perdre le sens des réalités ? Est-ce qu'ils vont avoir beaucoup d'émotions ? Est-ce qu'ils vont avoir le temps et l'espace altérés ? Voilà, tout cet ensemble de dimensions, mais ces dimensions, on peut toujours se demander, mais en fait, elles sont non exhaustives, elles ne vont pas réussir à capturer l'ensemble de ce qui peut être vécu dans tous les états non ordinaires de conscience. On peut considérer évidemment l'induction, qu'elle soit autonome ou accompagnée de stimulation externe, j'inclus de la musique, de la danse, et on peut aussi considérer, pour catégoriser les états, les corrélats physiologiques, le cerveau, le comportement, le système physiologique, qui peuvent les différencier les uns des autres.
Une manière, par exemple, que plusieurs chercheurs ont là de représenter les états et que je partage assez, c'est comme si on avait une énorme table de mixage et qu'on avait plein de les potards là qui peuvent se déplacer, et que par exemple la méditation avait plusieurs d'entre eux placés en haut, les autres en bas. Par exemple, la respiration holotropique avait 2 communs avec la méditation placée en bas, puis 3 en haut, et la TCAI en avait 2 comme... Vous voyez ou pas l'image? Et pour l'instant, c'est la vision qu'on a. Et là, en ce moment, donc on est en train de demander une demande de financement pour permettre à des chercheurs d'un peu partout qui travaillent sur plein d'états non ordinaires de conscience, juste de se réunir tous ensemble et de se poser et de créer un questionnaire commun, donc un questionnaire sur le vécu, pour essayer de penser à tout ce qui peut être vécu dans les états non ordinaires de conscience et de rendre accessible la catégorisation des similitudes et des singularités de chacun de ces états. Donc on est en plein dedans. Est-ce que ça a répondu ? Il y a des gens déjà qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a Ken Wilber, par exemple, ou Stan Grof, qui proposent des modèles de conscience avec les différents états de conscience. Après, moi, personnellement, je suis une praticienne, donc je ne suis pas chercheuse. Enfin, je fais ça depuis 40 ans, c'est tout, et beaucoup. Mais ça ne m'intéresse pas énormément de classifier. Ça m'intéresse plus d'accueillir ou d'accompagner. Cependant, je suis bien contente qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Et on va prendre une dernière question. Bonjour et merci, je suis là. J'aurais bien aimé, si c'est possible, que chacune revienne un peu sur la question de l'accompagnement versus pas d'accompagnement, puisque vous avez parlé de trans en solo, sans thérapeute ou sans guide. Moi, ça me laisse quand même perplexe pour être un facilitateur en différentes formes de respiration. À chaque fois qu'un client me dit « je fais moi-même » et qu'il vient chez moi, à l'arrivée, il me dit « ah, mais c'est pas du tout pareil ». Et ça ne veut pas dire que c'est moins intense, ça peut être très intense chez lui, mais l'intensité peut être aussi un échappatoire. Il y a des tas de choses qui peuvent se passer, et j'interroge l'absence d'un tiers ou d'un miroir dans ce travail. Voilà. Merci. Alors, pour la respiration holotropique, nous, on n'apprend pas, on n'enseigne pas à trouver la transe tout seul. Au contraire, on demande plutôt aux personnes d'être dans un groupe ou accompagnées. Donc, pour moi, l'accompagnement est très, très précieux parce que ça offre un autre, à minima un autre, ou ça offre de l'autre. Et du coup, ça garde cette technique dans un cadre relationnel. Et comme pour moi, la relation, c'est le plus important, que ça soit la relation à soi, à l'autre, au plus grand. Donc je pense, je peux méditer chez moi, je peux faire des petites respirations, mais ça ne sera pas de la respiration holotropique pour autant. Voilà. Pour ma part, et vraiment au niveau de l'association, alors on préconise de ne jamais faire ça tout seul, parce que c'est suivant ce qui se passe, quel que soit, que ce soit en transe, en TCAI, en respiration holotropique, alors tout seul ça paraît un peu plus difficile parce qu'il faut la musique et tout, mais ou alors en psychédélique, faire tout seul est votre pire meilleure idée à mon avis, simplement parce qu'on a toutes et tous un truc qui s'appelle l'ego, et que quand l'ego est confronté à nos parts d'ombre, il va trouver plein de choses très faciles pour se trouver qu'il a compris quelque chose de très puissant et qui est complètement à côté de la plaque, outre tous les dangers que vous allez avoir quand vous commencez à être sur quelque chose de très challengeant. Même si vous avez beaucoup d'expérience dedans, suivant le challenge à faire, ça peut virer en une boucle négative dont vous n'arrivez pas forcément à sortir tout seul et qui peut réappuyer un trauma dessus. Donc pour moi, le tout seul est votre pire meilleure idée en fait. Oui, peut-être pour reclarifier, en fait, la pratique de la TCAI, elle est associée à une des valeurs qui est, oui, l'autonomisation des individus, c'est-à-dire s'affranchir d'une stimulation, d'une substance, mais de la même manière que l'apprentissage est en groupe. Alors, l'apprentissage est en groupe dans un cas non clinique. Dans des cas qui commencent à arriver, qui vont s'approcher de situations cliniques, l'apprentissage est soit envisagé dans des petits groupes restreints, lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, l'apprentissage va être envisagé
dans un binôme, éventuellement avec un praticien, donc médecin ou psychologue formé qui trans, comme le disait Brigitte, des gens qui ont une expérience déjà de ces états de transe, de l'accompagnement. Donc ils ne le font jamais seuls. Et parfois, l'apprentissage de l'autonomisation, du vécu de l'état de transe par l'individu, par le patient lui-même, n'est pas préconisé dans les premiers temps. Donc on va simplement l'accompagner vers l'état, le guider dans le vécu de cet état, mais pas tout de suite inviter à l'apprentissage pour pouvoir le pratiquer seul, parce que ce ne serait pas recommandé. Donc, pardon si on avait induit des confusions. Et en même temps, je crois que c'est une très bonne idée de pouvoir chacun voyager dans différents états de conscience tout seul et avec d'autres. Voilà. Donc je pense qu'on va vers une forme de liberté sur nos chemins psycho-spirituels. Je pense qu'on va vers une forme de liberté où on va pouvoir épouser une étoile et ancrer nos pieds dans la terre petit à petit. Je vais aussi peut-être un tout petit bout nuancer, parce que c'est vrai qu'une fois, avec la TCAI par exemple, l'idée étant aussi l'autonomie, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes transeur, transeuse, expérimenté, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais après un bon moment, l'idée c'est de pouvoir aussi gérer quelque chose qui monte, qui pourrait être une angoisse, une peur, quelque chose qui vous sort de vous-même, pour pouvoir simplement revenir grâce à cet état de transe à vous réaligner. Mais voilà, mais ça demande avoir été accompagné, puis avoir des filets de sécurité quand la transe va vous amener trop loin de ce que vous pouvez gérer vous-même en fait.